Bonjour à nouveau à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue dans ce webinaire organisé par la revue Géco. Je suis Solène Payard et je vais mettre ma vidéo. Je suis Solène Payard, je travaille avec Jeanne que vous pouvez voir également à l'élaboration de la revue Géco. Et donc Jeanne, je vais te laisser la main. Super, donc bonjour à toutes et à tous et merci de participer à notre webinaire. Donc pour commencer, et notamment pour laisser encore un peu de temps aux participants pour rejoindre la salle s'il y en a encore, nous allons vous présenter brièvement la revue GECO dans laquelle s'intègrent nos webinaires mensuels. Alors, donc GECO est un magazine de vulgarisation scientifique qui est consacré à la biodiversité dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc, les îles de cette région sont Madagascar, Mayotte, La Réunion, les Comores, Seychelles, Maurice et Rodrigue, ainsi que les terres antarctiques australes françaises. Cette région est l'un des 36 hotspots de biodiversité à travers le monde. Et la diversité biologique y est très forte, mais très menacée par les activités anthropiques, c'est-à-dire par les activités humaines. Alors, on va vous présenter notre magazine papier, qui est tiré à 3000 exemplaires. Donc, c'est un magazine semestriel donc en fait, dans ce magazine, vous avez un dossier thématique. Par exemple, sur celui du milieu, c'était les mangroves. Nous avions aussi pour le dernier magazine, le numéro 3, les espèces exotiques envahissantes. On vous présentera également plus tard en toute fin de webinaire. Donc vous avez des dossiers thématiques, du décryptage, des portraits, des interviews. Voilà, on essaye de mettre en lumière des acteurs engagés de la région et des initiatives qui répondent aux pressions qui pèsent sur nos territoires insulaires. Nous avons également un site web, un site web qui est 100% gratuit, avec des contenus inédits et davantage tournés vers des sujets d'actualité. Il est disponible à www.revue-geco.com si jamais ça vous intéresse. Alors, en fait, on a deux supports, et donc en fait, ces deux supports visent à créer un espace d'échange, de discussion et de retour d'expérience entre gestionnaires, chercheurs, acteurs de terrain et sphères politiques, tout en sensibilisant le grand public. Le but est d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre des îles interconnectées, proches et également aux problèmes similaires. Alors, les webinaires sont d'ailleurs gratuits et s'adressent à tout public. Donc, le but, voilà, c'est d'échanger entre les curieux et chercheurs sur une thématique précise. Et le but, c'est d'instaurer aussi un rendez-vous mensuel avec tous ceux qui souhaitent mieux connaître les mesures de protection et de conservation dans la région. Merci Jeanne. Avant qu'on Avec rentre grand dans plaisir. le vif du sujet, nous allons vous soumettre un rapide questionnaire. Alors, le but, n'ayez pas peur, c'est pas de recueillir des données très personnelles à votre sujet, c'est simplement pour nous permettre de savoir, de mieux cibler le public qu'on touche, de mieux identifier qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, les données récoltées sont complètement anonymes et ne seront stockées qu'en interne, elles ne seront pas diffusées. Il y a donc normalement un sondage, un petit questionnaire qui vient de s'afficher sur votre écran. On va vous laisser, excusez-moi, quelques instants pour y répondre. Bon, on va regarder s'il y a d'autres personnes dans la salle d'attente. C'est bon. Ok, Ah, super. c'est bon, et puis ça revient. Merci de jouer le jeu. On voit qu'il y a pas mal de réponses qui commencent à être récoltées pour le sondage. Pour celles et ceux qui viendraient de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, on vient seulement de commencer. Normalement, un petit questionnaire s'affiche sur votre écran. C'est simplement nous pour nous permettre de mieux comprendre à qui on s'adresse, qui sont les gens connectés avec nous aujourd'hui, afin par la suite de préciser peut-être mieux les thématiques des prochains webinaires.
Donc merci par avance à toutes celles et ceux qui y répondront. Ne vous inquiétez pas, c'est anonyme. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas répondu, mais elles ne sont pas nombreuses. On va leur laisser encore une petite minute. Il y a encore des gens qui viennent de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. On ne va pas tarder à commencer. Eh bien, allez, on va débuter. Je mets fin au sondage. Merci énormément à toutes les personnes qui y ont répondu. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre sixième webinaire, donc un espace d'échange et de discussion où des experts scientifiques, des acteurs de terrain présentent leurs sujets de recherche, les projets qu'ils portent ou leurs actions en cours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir cette session qui est consacrée à la thématique des laboratoires vivants, qui constitue un outil qui œuvre en faveur d'une conservation juste dans la biodiversité. Et en l'occurrence, on va se focaliser sur le cas de l'océan Indien. Pour ce faire, on va commencer avec bien évidemment une présentation de la thématique. Qu'est-ce qu'un laboratoire vivant? Qu'est-ce qu'on y fait? À quelles problématiques il répond et à qui il s'adresse? Suite à cette présentation générale, nous allons avoir l'intervention de 4 intervenants qui vont partager leur expérience en se focalisant à chaque fois sur un projet ou un laboratoire en particulier. Donc, on a aujourd'hui des intervenants qui viennent de Madagascar et des Comores et qui vous partageront donc leur expérience à tour de rôle. Avant de commencer, on aimerait bien vous soumettre un petit quiz. Le but, c'est pas de voir qui sont les bons ou les mauvais élèves, mais simplement d'évaluer votre niveau de connaissance sur le sujet avant que l'on débute. Donc, on va vous soumettre 3 questions rapides sous forme de QCM. La première question, qu'est-ce que selon vous un laboratoire vivant territorial? Est-ce que c'est un centre de recherche en biologie dans une région géographique spécifique? Est-ce que c'est un espace où les citoyens, les chercheurs et les acteurs locaux collaborent ensemble pour expérimenter des solutions innovantes? Est-ce que c'est un projet qui vise à protéger les espèces animales locales? Ou enfin, est-ce qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les biotechnologies? Jeanne va vous envoyer dans l'espace chat de ce visio les réponses sous forme de messages et je vous laisse à chacun et chacune mettre un pouce sur la réponse qui vous semble être la bonne. Super. On voit qu'il y en a qui ont compris la consigne. Merci pour ça. Ah, alors, la réponse B a beaucoup, beaucoup de succès. Visiblement. Allez, on laisse encore quelques petites secondes à ceux qui n'auraient pas encore répondu.
Et effectivement, la réponse B a toujours du succès. Et bien, sans plus tarder, on passe à la réponse. Il s'agit effectivement de la réponse B. Donc, les laboratoires territoriaux vivants sont un espace qui rassemble les citoyens, la communauté scientifique, mais aussi les communautés locales, pour qu'elles travaillent ensemble à l'expérimentation de solutions innovantes. Prochaine question. Quel est l'objectif de ces laboratoires? Est-ce que c'est selon vous de tester de nouvelles technologies dans des conditions contrôlées? Est-ce que le but sera de former des chercheurs en écologie? Est-ce que ça sera plutôt de favoriser une collaboration, excusez-moi, une collaboration locale pour répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques? Ou dernière proposition, est-ce que le but des laboratoires vivants est de récolter des fonds pour financer des projets scientifiques? Encore une fois, Jeanne va vous envoyer les réponses dans le chat. C'est déjà fait. Et vous n'avez plus qu'à mettre un pouce ou à donner la réponse qui vous semble être la bonne dans l'espace chat. Bon, bah, la réponse C a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Allez, on laisse encore quelques Les petites petits secondes. élèves. Ah, quelqu'un nous dit les quatre. Ça pourrait, mais là, le but, c'est de trouver l'objectif principal. Et du coup, la réponse, c'était la réponse C, comme la plupart d'entre vous l'avez deviné. Il s'agit donc de favoriser une collaboration pour répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques. Dernière petite question de notre quiz et après on passe à la présentation. D'après vous, quel rôle jouent les citoyens au sein de ces laboratoires vivants? Est-ce qu'ils sont consultés pour donner leur avis sur les projets en cours? Est-ce qu'ils fournissent des données issues de leur quotidien? Est-ce qu'ils financent les laboratoires à travers leurs dons? Ou est-ce qu'ils participent activement en proposant des idées et en testant... Oups là, pardon. Bon. Vous avez déjà vu la réponse, du coup, excusez-moi. Du coup, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. La réponse était la réponse D. Au sein des laboratoires vivants, les citoyens participent activement en proposant des idées, en testant des solutions et en donnant leur avis. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce petit quiz. Et je laisse désormais la parole à notre première intervenante, Frédéric Jankowski, qui travaille au sein du projet Living Forest porté par le CIRAD. Fred, c'est à toi. Merci Solène et merci à la revue GECO de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc, ben oui, aujourd'hui, il est question de laboratoire vivant. Ce qui va vous être présenté aujourd'hui par nous tous s'inscrit à cette étape dans le projet Varuna Living Forest, donc projet financé par l'AFD avec l'appui d'Expertise France et donc coordonné par le CIRAD. Mais comme vous pouvez le voir dans sur cette diapositive, il y a bien entendu beaucoup d'acteurs académiques et non académiques d'impliqués. Là, parmi les acteurs académiques, et on entendra certains de ses collègues, il y a des centres de recherche comme le CNRE, le FOFIFA, des centres universitaires comme l'Université de Fianarantsoa, l'Université des Comores, l'ESA Forêt, etc. Diapo suivante. Alors, la question initiale qui a impulsé ce projet est celle qui est formulée ici. Comment développer les innovations nécessaires à une gestion de la biodiversité forestière qui soit à la fois durable et juste pour les différentes parties prenantes? Alors, l'enjeu qui est formulé ici sous forme de question n'est pas du tout nouveau et pourtant il est toujours d'une grande actualité et notamment cette question du comment. Parce que on le sait, aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont intimement liés aux enjeux aussi économiques, sociaux, politiques, sanitaires. Et donc, pour répondre à cet enjeu-là, il y a besoin d'une diversité d'expertise. Et quand on regarde un peu l'état des connaissances actuelles au niveau de l'océan Indien, on s'est rendu compte, on a mené collectivement aussi une recherche, une analyse bibliographique à ce sujet. On a constaté qu'effectivement, il y a beaucoup de connaissances scientifiques produites sur la question de la gestion de la biodiversité forestière dans cette région du monde, mais que c'était essentiellement des recherches qui relevaient des sciences de l'environnement.
et qu'il y avait peu de recherche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, c'est-à-dire qui implique des acteurs non académiques. Donc un besoin réel de recherche transdisciplinaire. Et puis aussi, ce que révèle l'analyse de cette littérature, c'est qu'il y a réellement aujourd'hui besoin de modes de gestion considérés comme justes par les différentes parties prenantes. Dans les travaux scientifiques, il est souligné la manière dont des projets de conservation, la mise en place d'aires protégées, etc., peuvent parfois, dans certains cas, eh bien, favoriser certaines élites locales, renforcer donc les hiérarchies au sein des communautés et accentuer certaines tensions, voire des conflits. Et puis, que ce soit ici à Madagascar ou ailleurs dans l'océan Indien, il y a un grand nombre d'actions, de projets, je viens de parler de projets liés à la conservation de la biodiversité, mais l'un des constats aussi que l'on a pu faire, c'est qu'il y a très souvent un manque de synergie, de coordination entre ces différentes actions et de pérennisation également de celles-ci. Diapo suivante. Donc voilà les constats de base à partir desquels on est parti. Donc la proposition, le constat, c'est qu'il est nécessaire, comme je le disais, de tester de nouvelles approches voire transdisciplinaires, et qu'il aussi est crucial aujourd'hui de mieux tenir compte des questions de justice et de légitimité associées aux actions de conservation. Donc notre proposition face à l'ensemble de ces constats, c'est d'explorer, de mettre en place des laboratoires vivants territoriaux pour contribuer à une meilleure articulation entre justement ces enjeux de durabilité écologique d'une part et de justice sociale d'autre part. Diapo suivante. Alors, laboratoire vivant territorial, qu'est-ce que c'est? Au travers du petit quiz, on a déjà eu des éléments de réponse à ce que sont ces laboratoires vivants territoriaux. Ah, il y a le petit sondage qui m'apparaît à l'écran. Voilà. Et en fait, le terme initial est un terme anglophone, Living Lab, puisque il a été introduit au MIT en 85 et introduit comme une démarche d'innovation participative basée sur une approche donc systémique de co-création, c'est-à-dire intégrant à la fois de la recherche, de l'innovation, mais surtout en conditions réelles entre guillemets et avec les différentes parties prenantes. C'est-à-dire que là, la volonté, c'était vraiment, et c'est vraiment de se détacher d'un schéma qui est celui du chercheur qui, à son niveau, identifie des problèmes, des solutions, puis ensuite amène ces solutions auprès des différentes parties prenantes. Donc, c'est vraiment se défaire de ce schéma-là. Et l'idée aussi, au travers des laboratoires vivants territoriaux, c'est de répondre justement aux problématiques complexes et multidisciplinaires auxquelles sont confrontés les territoires. Je parlais de la dépendance entre les enjeux environnementaux, sanitaires, politiques, etc. Et là aussi, il s'agit de répondre à cet enjeu de pérennisation des dynamiques de collaboration multi-acteurs, donc transdisciplinaire d'innovation, au-delà d'une succession de projets qui parfois perd en cohérence ou en fil conducteur. Là, vous voyez sur cette diapo, il y a c'était la précédente, quelques couvertures d'ouvrages. Juste à titre indicatif, il y a une grande littérature sur le sujet actuellement, mais pour montrer que il y a les laboratoires territoriaux peuvent porter sur différentes thématiques, de l'innovation sociale à l'innovation technique, ou les deux dans beaucoup de cas. Diapo suivante. Donc, le projet Living Forest, ce qu'il impulse, c'est justement la fédération de laboratoires vivants territoriaux impliquant des chercheurs, des agriculteurs, des gestionnaires de parcs, des ONG, des autorités d'un même territoire pour qu'ils, premièrement, mutualisent leurs connaissances et en co-construisent de nouvelles. Et puis, surtout, deuxièmement, identifient et développent en commun, alors vraiment, et là c'est un mot-clé, via l'expérimentation collective, les innovations permettant de concilier conservation et valorisation des milieux forestiers, ou au-delà, on le verra pour les Comores, et ceci dans un souci de justice sociale et écologique. Alors, fédérer la diapo suivante, fédérer des collectifs, des laboratoires vivants territoriaux, nous le faisons. Donc là, il me faut la diapo suivante pour appuyer. Voilà. À cette étape, sur 3 sites pilotes,
Comme vous le voyez, il y en a deux à Madagascar, l'un à proximité du parc national de Ranomafan, le second au niveau de la nappe de Tampoul, nappe pour nouvelle aire protégée, et puis le troisième site, lui, se situe aux Comores sur l'île de Moélie. Donc, comme je le disais, sur ces trois sites, il est question de fédérer ces laboratoires vivants territoriaux, ces collectifs, pour qu'ils identifient les actions à mettre en œuvre en commun. Et donc là, c'est ce que l'on a fait depuis 2023-2024, au travers d'une série d'ateliers, de rencontres multi-acteurs pour, comme je viens de le dire, identifier ce sur quoi nous allions travailler tous ensemble. Donc là, nous sommes à cette étape et ce que l'on vous propose là, c'est de vous partager justement un point d'étape et une mise en lumière aussi de certaines dimensions de ces trois laboratoires vivants territoriaux. Voilà, donc moi je m'en arrête là et je donne la parole à Baovoul, le docteur Atalata Baovoul, pour le laboratoire vivant territorial de Ranomafan. Alors, est-ce que Baovoul, tu es connecté? Alors, s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à nous le transmettre dans le chat. Alors, j'ai l'impression, je ne la vois plus Ah, dans la liste des participants. elle vient de se reconnecter, c'est bon. Elle devrait Ok, pouvoir prendre le relais. super. Bao, est-ce que tu nous entends? Ah. Je peux intervenir. C'est bon. Oui, bah, c'est à toi maintenant. Vas-y. Ah, désolé, il y a eu une coupure tout à l'heure. Donc, je voudrais présenter le laboratoire vivant territorial transdisciplinaire à Tialamiane, qui veut dire en français forêt vivant, et qui réunit une grande diversité d'acteurs, comme le montrent ces quelques photos. Il y a les enseignants, il y a des personnels doctorants de l'Université de Fianarantsoa, mais aussi des communautés rurales d'Ambatla et d'Amboutouang, des autorités locales, des acteurs de conservation ONG et Madagascar National Park en tant que gestionnaire du parc Ranmafan. Diapo suivante. Donc, la santé Ranmafan est particulière et porte un ensemble d'enjeux à la fois écologiques et de justice sociale. Le parc a été créé en 91 et est patrimoine mondial de l'UNESCO et le plus visité encore aujourd'hui. Donc, dans le cadre d'une première phase d'enquête, nous nous sommes entretenus avec les différents acteurs du Living Lab et un ensemble de sentiments d'injustice ont pu être exprimés. Des sentiments d'injustice liés à la restriction de plus en plus forte d'accès aux ressources naturelles forestières et le niveau de vie qui est vécu comme de moins bonne qualité. Ces sentiments d'injustice sont parfois, ou d'injustice, parfois d'instrumentation, de répartition non équitable des bénéfices issus des projets de conservation. En effet, il existe beaucoup d'acteurs et d'actions de conservation, mais nos enquêtes révèlent aussi qu'il y a un manque de coordination et de synergie entre les actions et les acteurs. Enfin, si des zones forestières sont sous la responsabilité des communautés de base comme en Batla, ces communautés ont du mal à valoriser ces espaces par manque de moyens. Donc, diapo suivant. Au cours de l'année 2023-2024, donc, de nombreuses rencontres et ateliers ont été organisés avec la diversité des acteurs cités pour identifier les actions à développer en commun. Parmi ces actions, la valorisation de la forêt gérée par la communauté locale de Bastambatla est apparue comme l'une des priorités pour les acteurs du territoire. Ainsi, nous avons pensé cette action comme un moyen de mutualiser nos connaissances respectives et de travailler en commun autour d'un projet partagé.
plusieurs activités comme la formation en guidage, non, pas encore le prochain diapo, toujours l'autre, s'il vous plaît. La formation en guidage, la caractérisation des sites emblématiques, que ce soit écologiques ou socioculturels et historiques, le partage des expériences autour du tourisme durable, constitution de bases de données, aménagement de sites écologiques ont été identifiés collectivement avec une équipe multi-acteurs. À travers du faire commun, donc, il s'agit de renforcer le dialogue, l'interconnaissance entre les différentes parties prenantes, en prenant aussi comme considération les intérêts spécifiques de chacun des acteurs. C'est-à-dire, il y aura production de connaissances scientifiques applicables pour les chercheurs, mais surtout pour la communauté bénéficiaire. Renforcement de capacités et revenus économiques potentiels pour les communautés villageoises, accès à l'information pour les ONG et le Madagascar National Park, etc., etc. Diapo suivante, donc. Donc, une dimension importante que nous souhaitons plus spécifiquement est de mettre en avant le lien avec le laboratoire. C'est le fait que ce labo permet aussi d'instaurer un cadre de recherche transdisciplinaire. Il existe beaucoup de connaissances scientifiques sur la biodiversité forestière, mais très peu de connaissances, très peu d'approches inter- et transdisciplinaires à Fianarantsoa, à Madagascar aussi, je crois. Donc, il semble donc essentiel d'appuyer ce type de recherche à Madagascar comme partout ailleurs. Le laboratoire vivant de territoire transdisciplinaire est hébergé au sein de l'Université de Fianarantsoa en octobre 2024 avec plusieurs expertises issues de plusieurs facultés et écoles supérieures de l'Université de Fianarantsoa. C'est aussi un labo qui a à cœur de former à la transdisciplinarité, par exemple en posture de recherche, qui est très peu enseignée dans le cursus universitaire classique. Nous avons ainsi constitué un groupe d'étudiants de différentes disciplines, que cela soit pour les recherches, pour les étudiants et les actions déployées. Ils sont définis en étroite collaboration avec les acteurs du territoire et surtout avec la communauté. Cela commence à partir de la définition des sujets jusqu'à l'évaluation. Donc, pour appuyer ce dialogue constant, nous mobilisons aussi des approches comme le théâtre participatif pour définir la manière de travailler ensemble de façon juste et équitable. Et aussi des jeux sérieux comme le montre le diapo. Merci, c'est tout pour ma part. Eh bien, nous passons désormais à un nouveau témoignage qui se consacre cette fois au laboratoire vivant de Tampolo à Madagascar. Bonjour et bonne année à tous. Comme on peut l'apercevoir sur cette photo prise lors de l'événement de l'inauguration officielle de la mise en œuvre de laboratoire vivant territorial de, des membres des associations des villageoises montrent des papiers sur lesquels sont inscrits les différents acteurs du LVT de Tampolo, composés par des différents chercheurs issus de nombreuses institutions et les étudiants des universités, les autorités locales, les VOI ou les communautés de base pour chaque village environnant la réserve. Ainsi, les agents de la réserve, mais aussi les directions régionales, la direction du tourisme et l'artisanat, la direction de l'environnement et du développement durable, et aussi la direction de l'agriculture et de l'élevage. En plus de ça, puisqu'on a impliqué aussi les enseignants des écoles primaires et autres membres individuels, tous sont engagés dans les activités de LVT à Tampolo. La réserve de Tampolo de 675 hectares porte un ensemble d'enjeux écologiques et sociaux. Elle a reçu le statut de nouvelle aire protégée depuis l'année 2025 par un décret de création en catégorie 5 de l'UCN réagi par la loi COAP qui est liée à
un règlement strict sur l'accès aux ressources naturelles. En même temps, dans la zone, on observe une demande accrue en produits forestiers et cette demande ne cesse d'augmenter, que cela soit depuis la ville de Fénéry-Vest, proche, très très proche de quelques dizaines de kilomètres de la réserve, ou des villages à proximité de la réserve aussi. En 2016, un événement a été observé. Cela a donné lieu à un conflit ou une tension intense entre la nappe, les autorités et les villageois. En effet, du fait d'une coupe était totalement illégale de bois dans l'enceinte de la réserve, 2 délinquants ont été tués en guise de représailles. Il y a eu de nombreuses coupes de gros arbres et qui entraînent la dégradation presque des espaces éclaircis de la réserve. Pour le diapo 3, dans ce contexte, donc, il faut voir instaurer un cadre de confiance et de coopération entre les différents acteurs. Mais je veux tiens à signaler qu'un précédent projet Coquetesse qui a une durée de 5 ans avait permis de restaurer déjà un dialogue que le LVT souhaite davantage appuyer aux environs de Tampoul. Pour ce faire, à l'issue d'un ensemble d'ateliers de concertation dans des villages et dans le ville de Fénéry-Vest, il a été souhaité par les acteurs du territoire que plusieurs activités soient appuyées par le projet Varuna Living Forest. Parmi celles-ci, la formation des éco-guides, la mise en place d'actions de sensibilisation pour impliquer et coordonner les actions des acteurs, et ainsi la formation au niveau des écoles primaires par la mise en place de champs écoles avec l'association des femmes. Une action très souhaitée aussi, c'est la révision du plan d'aménagement qui est centré dans la gestion de la nappe pour favoriser une gestion juste pour les occupés. Cette espèce forestière peut nuire les autres espèces, en particulier les espèces autochtones de la réserve, car c'est une espèce classée en tant que espèce envahissante, mais d'un autre côté, ça fournir du bois d'usage pour les villageois. Pour terminer, pour chacune de ces actions que j'ai déjà citées, l'éco-guide, nous avons déjà mis en place un comité d'organisation et de suivi composé des divers acteurs du LVT de Tampoul. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Claudine. Et pour terminer, le dernier cas pratique, cette fois à Moélie, aux Comores. Bonjour à tous. Voilà, nous avons devant vous le laboratoire vivant de Méli, un laboratoire interdisciplinaire. Comme vous voyez la photo à gauche, en haut comme en bas, une équipe interdisciplinaire où vous avez des enseignants-chercheurs de l'Université des Comores, comme d'autres enseignants du CIRAD de Montpellier. En fait, toutes les composantes de l'université sont présentées. Et puis, en bas, l'implication de certaines facultés, notamment la faculté des sciences. Et à droite, en haut, vous voyez, parmi les équipes qui font partie des acteurs, partie intégrante de la mise en œuvre du laboratoire, nous avons l'équipe des comédiens qui se constitue en groupe théâtral de Boyeli. Et puis, l'image en bas, vous savez, une image d'une expérience de propreté simultanée qui a été expérimentée dans un village qu'on appelle Amavuna Moyeli.
Au centre, vous avez le logo du laboratoire vivant territorial de Moyen. Diapo suivant. Maintenant, quelles sont les innovations investies par le Learning Lab? Première action, on s'est dit qu'il est important que le Learning Lab s'inscrive dans le cadre dans le paysage de la recherche moyenne. Et puis, activité comme numéro 2, c'est expérimenter la propriété simultanée dans la zone d'utilisation durable du bâtiment de Moyenne. Il est peut-être important de mentionner que le parc national de Moyeni, au début, c'est un parc qui a été appelé Parc marin de Moyeni, créé en 2001. Ensuite, en 2010, érigé en parc national de Moyeni, qui regroupe à peu près trois quarts de la superficie de l'île de Moyeni. Et à partir de 2021, classé parmi les réserves de la biodiversité de l'UNESCO. Sa superficie totale est estimée à 404 km². Donc, l'action numéro 2 était d'inscrire les histoires des villages dans les manuels scolaires, une activité qui a été jugée importante dans le cadre de la formation des enseignants au niveau de l'université. Et l'activité numéro 4, c'est restituer les règles de protection de la biodiversité insulaire dans le contexte de la pluralité juridique. Là, on s'est dit que ça fait partie des actions clés parce que on travaille beaucoup plus sur des sujets de justice sociale et écologique. On est avec la valorisation de la biodiversité. Donc, il est nécessaire que l'on puisse identifier les différentes institutions juridiques existantes. Et donc, cette notion de ce contexte de pluralisme juridique est donc importante. Et puis, l'élément numéro 5 comme action, comme innovation, c'est recourir au théâtre forum pour discuter des moyens de faire face aux injustices graves et flagrantes. Et ça, cette activité est issue d'une autre activité qui a été de recenser les paroles de justice. On a recensé 13 paroles de justice. Et avec le groupe théâtral, nous avons identifié les injustices qui ont été jugées flagrantes. Et donc, à partir de cet outil, nouvel outil de dénonciation, d'expression, de faire participer les différents acteurs, on a dit que le théâtre forum doit être expérimenté au niveau du laboratoire vivant de Moël. Ensuite, diapo suivant. Un des exemples de propriété simultanée, nous avons un pont entre deux villages pour faire face aux problèmes fonciers. Alors là-dessus, nous avons un village au nord qui est appelé village de Maté, et un village nord-ouest, nord-ouest, quelque sorte, et puis au sud, vous avez sud-est de Hamafuna. Nous avons donné à voir des expériences originales et probantes de la sécurisation en Élie. Et le laboratoire vivant, à partir de ces expériences-là, vise donc à valoriser l'expertise des communautés locales dans le transfert d'expériences et de connaissances. Et là, cette valorisation de ces expériences-là, c'est à partir des voyages qui ont été organisés entre les deux communautés, communauté de Abapouna et communauté de Maté, et pour qu'ils puissent échanger et se donner des leçons qui puissent les aider à améliorer leur pratique quotidienne. Et enfin, jugé comme étant une expérience originale, probante, avec des résultats probants, nous avons décidé d'accompagner ces initiatives et porter ces initiatives à la connaissance des institutions administratives, territoriales et scientifiques des bailleurs. Donc voilà l'objectif principal que nous sommes donnés en 2024-2025 pour essayer d'accompagner ces communautés-là et porter ces connaissances, donc, comme on l'a dit, aux autorités locales, insulaires et nationales, et au Bénin, exactement. La suivante, donc, l'autre diapo, c'est le troisième diapo. Donc, je crois que
Voilà, c'est là où doit s'arrêter mon intervention. Je vous remercie. Eh bien, Alors, peut-être, Solène, excuse-moi. Donc, on n'a pas de diapo de conclusion. C'est voulu parce que, comme vous le voyez, on est dans des dynamiques qui sont en cours, hein, des trajectoires, trois dynamiques, trajectoires différentes. Donc, tout cela est en construction permanente. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'il y a des ancrages différents, universitaires, régionaux, à Tempoule, qui sont liés aussi au contexte spécifique de ces trois sites. Mais peut-être vraiment en point commun de ces trois dynamiques, c'est cette dimension transdisciplinaire sur laquelle on voulait mettre en avant, qu'on voulait mettre en avant. Et puis aussi le fait que dans les trois laboratoires vivants territoriaux, il nous semble essentiel de faire des questions de justice sociale liées à l'environnement, à la gestion de l'environnement, des objets de débat explicites et d'exploration collective, comme Ali Mohamed l'a montré, par exemple, au travers du Théâtre Forum. Donc voilà, on est vraiment dans la création, l'alimentation de communautés d'expérience, hein, de faire ensemble, s'engager mutuellement pour participer de l'interconnaissance entre les différents acteurs et puis construire des liens de confiance éprouvés, c'est-à-dire au-delà des discours, concrètement dans l'action, voilà, s'engager. Voilà. eh bien, merci énormément à tous les quatre pour votre intervention. Maintenant, c'est aux participants de jouer. Si vous avez des questions à poser sur tout ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou, j'allais dire, à lever la main. Je vois qu'une personne l'a déjà faite. Et puisqu'elle est seule, eh bien, la parole est à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Koto Magassar Stevenson, je suis le directeur de la météorologie appliquée et de la direction de recherche météorologique Météo Madagascar et je suis aussi l'expert climatique de l'océan Indien. Merci pour toutes les présentations qui sont toutes claires et détaillées. Et ma question, c'est que est-ce que pour ce projet, avez-vous considéré, avez-vous tenir en compte l'importance des informations climatologiques sur ce que la protection de la nature et tout ça avec les populations riveraines et les centres de recherche universitaires. Merci beaucoup. On répond au fil des questions, Solène? Je pense que oui, le mieux, c'est peut-être de faire comme ça. D'accord. Donc, si des collègues veulent apporter une réponse à cette question. Oui, je peux répondre pour le cas de Viena Ratso. Donc, pour le cas de Ambatla, c'est concernant le tourisme durable. Pour le cas du tourisme durable, ce serait en second lieu concernant les informations climatiques et informations météorologiques quand les activités seront vraiment vont vraiment démarrer sur les activités touristiques du Ambatla. Mais par contre, pour le cas de Ambatla, oui, effectivement, nous avons une unité sur le changement climatique et vraiment comment la consommation d'énergie, et justement la promotion d'énergie durable. Oui, en effet, mais pour le Ambatla, pas encore. Pour le cas d'un bout de foin, nous sommes en train de voir comment intégrer les actions euh, sur l'agroécologie qui fait partie dans le changement climatique est un paramètre vraiment à considérer. Peut-être pour compléter ou ajouter un élément, en tous les cas, de réponse, c'est clair que, comme on le disait, les problématiques sont très complexes, donc il faut considérer l'ensemble des dimensions, mais il nous apparaît aussi clair que, notamment à cette étape des laboratoires vivants territoriaux,
on ne peut tout prendre en charge, voilà, de suite. Donc, il s'agit aussi d'y aller étape par étape. L'idée étant avant tout de constituer, de formaliser des collectifs solides. Super, merci beaucoup. Alors, je vais poser la question d'Amélie, qui est, alors elle voulait savoir si c'était possible d'expliquer plus en détail la notion de propriété simultanée, s'il vous plaît. Bonjour. L'idée de cette expérience, c'est une activité, une expérience qui a été mise en œuvre au niveau de la localité de Mona. Il s'agit d'intérêts où on avait une multitude d'acteurs, de propriétaires, etc., l'État, les acteurs sociaux, etc. Donc, pour lutter contre les injustices sociales et écologiques, à un moment donné, il y a eu des contrats entre la communauté et les propriétaires du terrain. À un moment donné, ils se sont dit, ils se sont mis d'accord à partir des contrats qu'une partie, le terrain soit mis à la disposition de la localité, des acteurs locaux. Ils vont l'exploiter sur un contrat. Bien sûr, le contrat a été un contrat de 10 ans pour un début. Et puis après avoir travaillé, ça a donné l'occasion à ces communautés, à ces acteurs, de protéger le terrain, de créer des techniques de production, de conservation du sol, etc. Et puis permettre aussi à ces acteurs de subvenir à leurs besoins familiaux. Et donc, cette expérience qui a été mise en œuvre à Mavuna avant le projet Varuna a jugé que c'est un projet, c'est une expérience innovante, une expérience qui nous permettra de répondre de résoudre le problème de justice sociale lié à l'utilisation de, des terres. Et donc, pour cette expérience, nous l'avons reprise au niveau de ces deux localités dont nous avons parlé, de Maté et de Mavola. Donc, tout simplement, pour répondre simplement, il s'agit d'une expérience qui a consisté à permettre à des acteurs qui ne sont pas propriétaires de terrain d'avoir accès à ces terrains-là, moyennant des contrats, et donc résoudre des problèmes socio-économiques et environnementaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce Bon, que merci. Oui, Vision. Non, juste c'est pour remercier. Merci. Super. Bon, bah, génial. Alors, on a une question d'Alexia Dievar. Donc, je vais lire, alors, parce que ce n'est pas juste une question, c'est aussi un constat. Alors, on a entendu parler d'écotourisme comme un moyen pour les communautés locales de participer à la préservation de la biodiversité. Mais de mon expérience personnelle, la cible de l'écotourisme sont des personnes venant d'Europe ou des USA qui ont accès à une certaine somme monétaire pour, un, voyager et deux, dépenser leur argent dans les projets écotouristiques. Au vu de la crise économique actuelle, avec un écart grandissant entre les plus riches et les plus pauvres, pensez-vous que l'écotourisme, donc qui est un luxe pour la plupart, est viable au long terme? Est-ce qu'il y a une limite au nombre de guides locaux? Et si oui, quelles autres solutions sont explorées pour que les communautés locales puissent vivre de leur environnement sans le détruire? Donc, il y a plusieurs questions. Je vous invite à regarder dans le chat au cas où vous perdez le fil. Et puis, je laisse nos intervenants réagir. Baoul, peut-être? Oui, peut-être que ça s'adresse plus à moi qu'à un autre. Est-ce que l'écotourisme est un luxe pour la... Attendez, je vois, oui, d'accord. On a entendu parler, écotourisme participe... Comment la cible de l'écotourisme sont des personnes venant d'Europe et des USA qui ont accès à certains sommes monétaires. En fait, pour le cas de Ambatla, on a prévu un tourisme local. C'est d'ailleurs récemment, nous nous sommes
réunis avec les acteurs touristiques locaux de Ranmafan. Et c'est dans l'optique justement du tourisme à Ranmafan, à la promotion du tourisme local. Donc, pas uniquement pour les étrangers, mais aussi pour les Malgaches. C'est d'ailleurs un moyen pour éduquer à la conservation de la biodiversité. Euh, Pensez-vous que l'écotourisme est viable au long terme? Pour cela, je ne peux pas dire. Par contre, nous avons prévu pour le cas de Ranmafana un volet package agronomique, comme on dit, c'est-à-dire que tous les membres de communautés locales ne seront pas tous acteurs du tourisme, hein. Il faut développer aussi d'autres activités, comme l'agriculture durable. Dans ce cas-là, ça rajoute aussi d'autres aspects du tourisme et aussi la production de produits locaux comme les produits de vannerie et les transformations agricoles simples. Donc, c'est déjà ce que vous dites là va déjà nous aider à améliorer nos activités, mais on a prévu quelque chose, mais ça va nous aider aussi à promouvoir d'autres activités autres que le tourisme. Oui. Est-ce que j'ai répondu ou à toutes les questions est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ou bien est-ce qu'il y a encore des questions que je dois répondre? Alexia, c'est bon. Alors, Alexia nous répond que oui. Toutes les questions ont été D'accord. répondues, donc pas de souci. Au passage, nous vous envoyons également le dernier sondage parce que j'imagine que certaines personnes voudront partir dans les minutes qui suivent. Nous avons encore pas mal de questions. Voilà, comme il est 14 heures, si les personnes restantes peuvent répondre à notre sondage, ça serait d'une grande aide pour nous. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer avec les questions. Nous avons une question d'Antaniania Andrianzoa. Alors, elle dit: Bonjour tout le monde, je suis Anta, journaliste de Fénénérive Est. Quel impact le soleil artificiel chinois pourrait-il avoir sur la gestion durable des forêts et la biodiversité dans un laboratoire vivant comme Living Forest? Alors, si Alors, quelqu'un... Voilà. est-ce que vous avez une réponse à apporter? Moi, j'aurais une question, hein, ce qu'on entend par soleil artificiel chinois. J'avoue que ça reste un peu trouble pour moi. Alors, c'est de la fusion nucléaire. C'est vrai que c'est peut-être un sujet qui s'éloigne un peu de notre thématique, mais qui pourrait en effet peut-être avoir un impact. Euh, Est-ce que la personne souhaite prendre la parole? Anta, souhaitez-vous prendre la parole? Alors, je vais passer à une autre question parce que peut-être que cette question est un petit peu difficile. Ah, elle est là, super. N'hésitez pas à prendre la parole, Anta, peut-être pour faciliter la compréhension de votre question, pour que nos intervenants puissent y répondre. Si c'est possible pour eux, parce que c'est vrai que c'est une question très précise. Ah, on passe, d'accord. Ok, d'accord. Alors, j'ai une question de Clavergne. Existe-t-il des liens entre les différents laboratoires vivants de la région en termes d'innovation, de partage, de formation, de connaissances, de procédures? Est-ce que les avancées de certains laboratoires peuvent profiter aux autres laboratoires? Alors, je peux peut-être un élément de réponse à cette question. Alors, ça dépend ce qu'on entend par la région. Si on est à l'échelle de l'océan Indien et plus spécifiquement de Madagascar et des Comores, hein, les deux pays où les activités de Living Forest sont déployées,
En fait, à notre connaissance, il n'existe pas de laboratoires vivants territoriaux sur les problématiques environnementales dans ces deux pays. On est vraiment sur une innovation aussi organisationnelle en tant que telle. Donc, bien entendu que on a regardé ce qui se faisait ailleurs. Hein. Il y a La Réunion tout à côté, ou aussi plus largement en Europe, aux États-Unis, où le cadre des laboratoires vivants territoriaux est bien développé. Mais l'idée d'un laboratoire vivant territorial, c'est de s'inscrire dans le contexte spécifique. Donc, on peut s'inspirer ou regarder, mais l'idée, c'est vraiment aussi de mettre en place des laboratoires vivants territoriaux qui font sens pour les acteurs des territoires avec lesquels on travaille. Et là, même au travers des trois sites considérés, on voit qu'il y a des différences claires aussi dans la dynamique, dans les enjeux que les personnes souhaitent traiter en premier lieu. Et bien entendu que entre nous, en tout cas dans le cadre du projet Living Forest, on est effectivement dans une étape où on souhaite partager, mutualiser au mieux tous les apprentissages qui ressortent de ces trois dynamiques pour ensuite les partager plus largement, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'océan Indien. Ça, c'est ce que nous prévoyons de faire dans l'année à venir. Est-ce que je peux rajouter désolée, j'ai un problème avec la coupure de l'électricité et j'ai changé de l'appareil. Pour répondre à la question, je crois qu'on peut partager, hein, informer. Je ne sais pas si, puisqu'on a déjà instauré de WhatsApp entre les sites et l'équipe de coordination, on peut partager directement les expériences entre les trois sites, du fait que les trois sites ont des spécificités de chacun de ces sites. Donc, pour moi, c'est pas un problème. C'est un de l'objectif du laboratoire vivant territorial aussi, hein, pour mutualiser les expériences et de partager comme ça. Merci. Je voudrais rajouter aussi le fait que ce qui est très particulier au laboratoire vivant par rapport aux autres laboratoires de recherche dans les divers établissements, c'est que les communautés locales sont à la fois porteurs du projet et acteurs et ils sont très engagés. Et ça, c'est très encourageant dans les activités qu'on mène dans ces territoires. C'est très particulier. Et ça, il y aura des échanges de procédés avec les deux autres laboratoires. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants. Alors, on a déjà dépassé l'heure de 10 minutes à peu près. Je vais essayer de prendre deux dernières questions. Alors, nous avons une question d'Anta. Quel type d'expérimentations écologiques sont actuellement menées au sein de Living Forest pour lutter contre la déforestation et restaurer les écosystèmes, à part le reboisement? Est-ce que je peux répondre? La Bien sûr. question, Allô, je c'est peux répondre? Oui, pour le cas de l'Anne-Mafana, par exemple, hein, comme on a plusieurs expérimentations écologiques en cours, en fait, si on a parlé d'injustice écologique, c'est justement parce que les communautés locales ne sont pas impliquées dans la conservation de des écosystèmes et la restauration des écosystèmes. Donc, quel type d'expérimentation écologique on fait actuellement? Les expérimentations écologiques concernent surtout les alternatives pour la population afin de pallier à la conservation. Ils sont conscients de la conservation, mais vu le fait que les problèmes financiers qu'ils rencontrent, donc, quelquefois, c'est pour cela qu'ils les poussent à puiser dans les ressources naturelles et deuxièmement, les répressions, quelquefois, ça ne marche pas vraiment. Il faut toujours rétablir le dialogue, chercher des solutions pour ces communautés. Il faut que les communautés aussi soient conscientes des conservations. Ça, ils le sont, mais dans ce cas-là,
les alternatives sont très importantes. Et c'est peut-être ça aussi je crois que c'est ça qu'on fait actuellement, hein, développer les alternatives pour les communautés afin de pallier à la conservation des biodiversités. Et je rajoute aussi, c'est l'avantage de LVT, puisqu'il y a des approches multi-acteurs, donc on peut porter les expériences et les actions. Par exemple, pour le cas de Tampour, on a essayé de faire des synergies d'action entre les acteurs de développement et l'action de conservation en impliquant et en diversifiant les activités qui génèrent des revenus pour les communautés locales. Et pendant le processus aussi, on a déjà faire des consultations publiques pour impliquer avec la restauration écologique aussi, et ça marche très bien si ils sont très conscients. Et à l'arrivée de LVT, l'ancrage, j'ai oublié de parler avec l'arrêté préfectoral que monsieur le préfet nous a donné. Désolé, très désolé. Ça renforce la confiance entre les autorités, les gestionnaires et les chercheurs, puisqu'avant, les recherches, c'est pas du tout une recherche action qu'on a pu appliquer directement pour voir des résultats palpables sur la vie de la population riveraine de chaque aire protégée. Mais avec le LVT, chez nous, l'implication des autorités, ça renforce la confiance et la dynamicité des communautés partager, faire des synergies d'action avec nous ici. C'est très, très innovante, l'approche multi-acteurs. Ainsi, pour le diagnostic des problèmes et pour trouver des solutions aussi, j'ai oublié, puisque Ranmafan, il a déjà parlé avec le jeu de rôle et le théâtre forum, et je pense que on peut utiliser ça pour voir les comportements de tous les acteurs qui ont participé avec le LVT de chaque site de laboratoire vivant territorial de ce projet. Merci. Moi, je voulais un tout petit peu rajouter quelque chose à partir de. Nous, au niveau de Moélie, on a donné deux situations. Premièrement, avec le Théâtre Forum, effectivement, on n'est pas là pour donner des solutions magiques, mais effectivement pour sensibiliser tous les acteurs, les autorités locaux, les grands acteurs de protection de l'environnement, les associations du parc national, à partir du Théâtre Forum sur des scènes intitulées La déforestation. Donc, c'était juste pour lutter contre la déforestation. On voulait sensibiliser et responsabiliser tous les acteurs sur la problématique de la déforestation et trouver des solutions et des reboisements, etc., et de lutter contre le défrichage, le défrichement abusif au niveau des bassins versants. Deuxièmement, au niveau de ce qui a été proposé dans le cadre des voyages intercommunautaires, l'objectif était justement de sensibiliser notre communauté du passé à adopter, à prendre en main l'expérience de Amavona, où eux, ils ont arrêté d'utiliser des produits chimiques, des engrais chimiques, de couper les arbres, etc. Au contraire, ils ont adopté une stratégie de plantation des arbres pour lutter contre la dégradation des sols, etc. Donc, c'était aussi une stratégie de sensibilisation de ces acteurs-là à utiliser le sol de manière durable, à planter des arbres pour lutter contre les effets du changement climatique et également utiliser des produits naturels tels que le compostage et utiliser le compostage pour éviter l'utilisation massive des produits chimiques. Voilà les stratégies qui ont été mises en place au niveau du laboratoire vivant de Moyenne. Merci.
Et moi, j'aimerais juste apporter aussi une toute petite réponse par rapport à l'innovation écologique. Alors, une réponse qui va peut-être pouvoir surprendre, mais il me semble que l'innovation écologique, elle est dans le fait de ne pas considérer l'écologie ou les actions de conservation de manière indépendante des enjeux de justice sociale, mais de considérer vraiment à chaque fois les deux dimensions de manière interreliée. D'où les collectifs interdisciplinaires qui sont engagés dans les laboratoires vivants territoriaux. Et j'ai aperçu dans le chat qu'il y avait une question sur les impacts écologiques. Et bien là aussi, on met en place au sein des trois LVT des systèmes de suivi et évaluation participative concertés et qui portent autant sur les dimensions environnementales que sur les dimensions sociales. Et du point de vue donc des différentes parties prenantes, là aussi, ce ne sont pas que les scientifiques qui vont, avec leurs indicateurs, évaluer l'état de la biodiversité ou l'état des conditions des acteurs des territoires. Mais tout le monde prend part aussi à cette évaluation de manière concertée. Super, merci beaucoup Frédéric. Merci également aux autres intervenants et intervenantes. Alors, je vais, avant de laisser la parole à Souaidri Bako Abdallah, qui souhaitait apporter quelques précisions sur la propriété simultanée aux Comores, je vais donner la parole à Tani. Donc, Tani qui a la main levée depuis le début, excuse-nous de ne pas l'avoir vue. Je te laisse prendre la parole. Alors, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Alors, on parlait tout à l'heure de la prise de conscience de la population locale dans le cas de Ranumafan. Moi, la question, en fait, quelles ont été les réactions des populations locales dans les trois laboratoires? Est-ce que vous faites face aux mêmes situations ou est-ce que les contraintes sont différentes? En fait, quelles ont été les réactions de la population locale vis-à-vis voilà, de ces initiatives que vous avez mis en place et que vous travaillez avec eux? Et la deuxième question, est-ce que les trois laboratoires, les deux de Madagascar et l'autre de Moélie, est-ce que vous êtes interconnectés? Est-ce que vous échangez de connaissances? Est-ce que vous partagez de retours d'expérience? Parce que j'entends chaque fois, dans le cas de Ranmafan, dans le cas de Moélie, donc est-ce que voilà, vous avez des échanges très réguliers? Est-ce que vous êtes interconnectés? Voilà mes deux questions. Je peux commencer la réponse. Par rapport à la première question, la réaction des communautés rurales notamment, il y a une chose qui m'a interpellée là c'est sur le site de Ranomafan où effectivement cela a pu surprendre certains d'entre eux que l'on arrive en posant cette question de qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que l'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qui vous semble pertinent de mettre en place? Et effectivement, personnellement, j'ai pu sentir une forme de déconcertation par rapport à cette question, par rapport à une habitude peut-être de projet qui arrive en disant, voilà, on a ça, on va mettre en place ceci, des pépinières, on va mettre en place. Et poser simplement la question en disant, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ça n'a pas été aussi simple que cela tout au début d'avoir des réponses de la part de certains de nos interlocuteurs. Donc, c'est pour ça que ça a pris un certain temps. On a mis, comme on le disait, de 2023, 2024, avec des rencontres en atelier collectif, des rencontres individuelles. Ça a été un processus qui prend du temps pour aussi créer une relation de confiance et véritablement de dialogue. Et on voit que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas gagné ou ce n'est pas acquis de fait. Et pour la deuxième question, après je laisse bien entendu les collègues réagir aussi, compléter. En fait, les trois laboratoires vivants, peut-être que ça n'a pas été clair, mais sont impulsés par un même projet, le projet Living Forest. Donc c'est au sein de Living Forest que ces trois laboratoires vivants se mettent en place. Mais comme on le disait, comme les trois sites sont très différents, on porte des enjeux spécifiques les uns les autres. Dans un premier temps, il semblait important aussi que chacun puisse mener sa trajectoire en dialogue avec les acteurs de leur territoire. Mais bien entendu qu'on est en relation et que là, on arrive à une étape où cette année 2025 va être une étape aussi de mutualisation importante des apprentissages des uns et des autres.
Voilà, si les collègues veulent compléter. Non, je crois que c'est à peu près ça, hein. Je crois que les contraintes, c'est différent pour chacun des territoires. Ce qui a été un peu particulier peut-être pour la communauté de Ranmafan, je ne sais pas pour les deux autres, hein, mais les communautés sont très impliquées pour la conservation, même aux dépens de leurs problèmes économiques, hein. Ils sont très impliqués, ils sont très motivés comment on va dire, sur les activités. Donc, vraiment, le fait qu'il soit à la fois porteur du projet et acteur du projet se met vraiment en place, mais les contraintes, peut-être, c'est les moyens financiers. Et heureusement, il y a le projet Living Forest qui nous a vraiment aidé à mettre en place des structures pour continuer les activités. Euh, L'interconnexion, je tiens à profiter peut-être de l'occasion pour dire que oui, on a commencé à s'interconnecter et c'est bien de voir les retours des deux autres laboratoires vivants sur comment est-ce qu'ils ont instauré leur laboratoire, quel type d'activité. Donc, c'est déjà une expérience partagée pour nous et les échanges sont très enrichissants. Merci. Peut-être un complément aussi. Euh, Comme on a dit dans le diapo, que le parc national de Moélie, qui est le site du projet Varona Living Forest au niveau de Moélie, plus de trois quarts de l'espace, comme on a dit, c'est le parc national et que c'est classé parmi les réserves de biosphère de l'UNESCO. La culture de cogestion est déjà instaurée à Miami. Donc, le projet Varuna Living Forest ne rencontre pas beaucoup de difficultés parce que déjà la communauté a une certaine culture de cogestion, de valorisation de la biodiversité marine et forestière. Donc, on n'a pas de contraintes, on n'a pas d'obstacles auprès des acteurs locaux. Tout se passe comme. Donc, ça se passe bien entre la communauté. Maintenant, par rapport à est-ce qu'on a des échanges, on est connecté entre les sites? Oui, on peut dire qu'en 2024, dans le cadre du projet, les acteurs du projet, les responsables du projet ont été rapprochés à Montpellier. Donc, on a eu beaucoup d'échanges après avoir pris la responsabilité de gérer ces sites-là. Il y a eu des plateformes d'échange collaboratifs, des espaces d'échange collaboratifs. On s'échange souvent. Donc, on a la possibilité de s'échanger, de valoriser ce qu'on est en train de faire et de mutualiser certains aspects identifiés comme étant importants. Je crois que c'est déjà à peu près tout dit, mais je confirme que pour les deux sites, j'encourage de faire l'interconnexion et les échanges des compétences. Même, euh, on devrait en profiter les différentes contraintes pour s'enrichir de connaissances, puisque peut-être pour les actions menées pendant la mise en œuvre du projet Varuna Living Forest, qu'on a choisi les thèmes très précis, mais si on va continuer à faire des dialogues, des concertations, et ça change l'environnement, ça évolue, donc on peut, c'est pas un problème d'être connecté entre les deux sites. Je souhaite ça. Merci. Super, merci beaucoup. Tani, est-ce que ça a répondu à tes questions? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, très clairement. Super, merci beaucoup à toutes et tous. Alors, en dernière intervention, parce que là, on commence à bien dépasser le temps. Alors, c'était le docteur Fouaidri Bako Abdallah qui souhaitait apporter quelques précisions. Donc, je le laisse prendre la parole s'il est toujours avec nous. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon, en fait,
Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Vous m'entendez? très bien, oui. Oui. Donc, je disais, bon, en fait, avait demandé à avoir quelques précisions sur la propriété simultanée. Le docteur Ali Mohamed en a donné amplement, mais j'aurais aimé aussi en apporter quelques-unes. Bon, en fait, on était obligé de passer par la propriété simultanée dans le cadre du laboratoire vivant à Moïli, parce que vous savez que les Comores sont régis par un pluralisme, un système juridique pluraliste, comme l'avait dit le docteur Ali Mohamed. Et donc, ce pluralisme juridique concerne aussi le cadre foncier et toutes les ressources environnementales qui vont avec le foncier. Et donc, on, on était obligé de passer par cette propriété simultanée parce que, comme on dit, pluralisme juridique, c'est que, en fait, il y a le droit étatique, il y a le droit coutumier et le droit musulman en même temps. Donc, on a choisi cette propriété simultanée pour transcender justement l'ensemble de ces différents droits qui existent parce que les acteurs en présence, chacun se prévaut du type du droit auquel il se reconnaît. Donc, cette, euh, cette propriété simultanée était la solution idoine pour transcender tous les différents enjeux, notamment les enjeux juridiques qui se présentent sur le site. Voilà, c'est ça la raison de cette propriété simultanée. Je m'arrête là si vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, bah merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a tout de même le temps? On se dit qu'on finit à 30. Est-ce qu'on a quand même le temps de prendre la question de Christophe Lavergne? Est-il toujours parmi nous? Sa question était sur le tourisme. Est-il toujours avec nous? Il est toujours avec nous, je le vois parmi les... Alors, je viens de retrouver. Oui. Voilà, je vous laisse prendre la parole. Oui, en fait, on parlait d'écotourisme tout à l'heure. Et voilà, on se demandait si c'était durable, viable, vu le contexte mondial et les moyens des communautés. Et il y a une autre forme de tourisme que, bon, je suis pas un spécialiste hein, du tourisme, mais le tourisme expérientiel me semble aussi peut-être une autre voie, une solution, où les gens en fait souhaitent pratiquer en même temps les coutumes, enfin, les actions, les gestes quotidiens des communautés, et découvrir en fait ce qu'ils font, aller à la pêche, cultiver, transformer des produits. Et est-ce que cette forme de tourisme, le tourisme expérientiel, a été expérimenté ou au niveau des laboratoires vivants? Est-ce que c'est pas une piste qui est intéressante aussi? Alors, on n'en a pas parlé en ces termes, mais par contre, clairement pour le site notamment de Ranomafan, il ne s'agit pas de tourisme écologique strictement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous le parlez de l'identification des sites emblématiques d'un point de vue aussi historique, culturel, etc. Donc, il y a vraiment cette volonté de faire une proposition alternative, enfin différente, pas alternative, mais différente de celle que propose le parc national de Ranomafan, qui est juste à proximité, avec des éco-guides, donc vraiment bien formés, avec une formation naturaliste, une très bonne formation naturaliste. Donc, oui, on a et on travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire une valorisation du territoire qui soit multidimensionnelle et qui prenne en compte ces dimensions-là, culturelles, agricoles, etc.
Alors de là à faire participer les touristes à certaines activités, ça, on n'en a pas parlé comme cela. On a parlé de différents types de publics. Baoul, je sens que tu veux réagir aussi. Je te laisse réagir. Voilà. On a eu cette réflexion déjà sur, en fonction des types de touristes aussi, de publics, qu'est-ce qu'il est possible de proposer. Merci pour votre question. En fait, je vais prendre ça comme une suggestion hein, et voir comment est-ce qu'on peut faire. Mais en fait, pour le cas de Ranmafan, c'est pas uniquement l'écotourisme comme Frédéric vient le dire. Hein. On prévoit aussi de recevoir des tourismes scientifiques, par exemple, recevoir des étudiants, des chercheurs pour faire des recherches au sein de la forêt que ce soit de Mbatula, que ce soit de Mbutfwang. Pour ceux de Mbutfwang, ce seront plutôt des chercheurs un peu plus téméraires parce que le site est encore loin. Mais je crois que oui, votre proposition est assez intéressante et on verra. Hein. Je tiens compte de ça et on va voir comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Super, merci. Encore une réponse, je vous en prie. Oui, juste, j'ajoute le cas de Tampoul, puisque pour le cas de Tampoul, en 2016, j'ai déjà parlé avec la déclaration de forêt très, très, très massive. Donc, on était en retard pour le développement de l'écotourisme. Mais la réaction des communautés, c'est pas mal, puisque on a déjà fait c'est inventorié des attraits touristiques villageoises, de tourisme communautaire basé à l'existence de la réserve. Euh, Puisque l'École supérieure des sciences agronomiques, on a déjà fait beaucoup de recherches dans la réserve. Il y a pas mal de chercheurs qui ont déjà travaillé là-bas pour des recherches fondamentales, mais on a exploité les données pour installer des circuits. Et ça marche très bien avec les communautés. Ils ont participé activement et euh, ils veulent travailler en tant qu'éco-guide et en même temps, on a fait de valorisation des ressources communautaires aussi bien. Les sages, le Tangalamen, on dit le Tangalamen ici, puisque si on veut développer le tourisme culturel, on a déjà trois sites touristiques dans un village de Rantlave qu'on peut développer avec le LVT. Et il y a un SAS qui est depuis 2 ans et avec nous en tant que membre de LVT de Tampoul pour être guide touristique culturel. Donc, je crois qu'on peut considérer comme ça, puisque le sage du village, puisque pour le droit coutume, ça a un droit de parole et de confiance avec les communautés, puisqu'auparavant, si seulement de touristes scientifiques, je crois qu'il y a pas d'équitabilité, de justice sociale, mais avec LBT, on a déjà passé avec la formation des guides, des éco-guides, les guides touristiques naturalistes, mais aussi les guides touristiques communautaires en même temps. Il y a pas mal de gens et des jeunes de tout âge, des femmes, des filles en tant que membre des écoles avec le LVT. Donc, je crois qu'on peut développer ça en tant que pour créer des emplois pour les communautés, quoi. Merci. Merci beaucoup, super. Alors, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. Merci à toutes et tous pour vos questions qui étaient très intéressantes et pour ces réponses très instructives.
Je laisse la parole à Solène pour terminer. On va faire vite sur les dernières présentations. Le sondage a été fait. Eh bien, Euh, voilà, je t'en prie, Solène. merci beaucoup, Jeanne. Du coup, pour terminer et pour compléter les propos de Jeanne en préambule, donc la revue Géco, c'est un site internet d'actualité qui est alimenté régulièrement, mais c'est surtout et d'abord un magazine semestriel, donc un magazine imprimé qui est distribué dans l'ensemble des îles du sud-ouest de l'océan Indien. Notre dernier numéro, nous l'avons consacré aux espèces exotiques envahissantes et vous pourrez y retrouver des décryptages, des retours d'expérience, des reportages, des analyses encore une fois, accessible à tous les publics et à toutes celles et ceux qui seraient curieux d'en connaître un petit peu plus sur cette thématique qui est l'une malheureusement des principales causes d'érosion de la biodiversité à travers le monde et qui est l'une des pressions les plus importantes sur les territoires insulaires. Donc si jamais vous souhaitez vous procurer la revue, que ce soit en version papier ou en version numérique, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.revue-geco.com et nous sortirons d'ici quelques semaines notre prochain numéro qui sera cette fois consacré au récif corallien de la région. Et pour terminer, du coup, merci énormément à nos intervenants et nos intervenantes et merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant ce temps, malgré le retard qu'on a pris, mais les échanges étaient denses et intéressants. Et puis, nous vous donnons rendez-vous fin février pour un nouveau webinaire sur une autre thématique. Nous l'annoncerons prochainement sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, @revuegeco. Merci énormément à tout le monde, passez une très bonne fin de journée et puis à bientôt.